Maxoutil.com, un max d'outils à prix mini, présente Sud Radio, le journal des sports. À la une de l'actualité sportive ce matin, Jules Boscherini, bonjour. Bonjour Jean-Marie, bonjour à tous. Un moment d'histoire qu'on a vécu hier sur Sud Radio, la radio du rugby, la qualification de l'Aviron Bayonnais en demi-finale du top 14 après sa victoire face à Clermont. Et 33 ans que les Bayonnais attendaient de vibrer au rythme des phases finales, Jean-Marie. Et quoi de mieux qu'une victoire pour marquer ses retrouvailles. Devant son public, sous une pluie battante, l'Aviron s'impose 20-3 au terme d'une rencontre à sens unique. Alors un seul essai inscrit dans ce match, mais qu'est-ce qu'on se délecte de cette inspiration de l'ouvreur Camille Lopez, Arnaud Rey et François Triot aux commentaires. Premier ballon porté vraiment bien développé par les Bayonnais qui insistent dans l'axe avec les avants. Allez, Camille Lopez. Transversal au pied de Lopez pour Spring qui bat le premier défenseur. L'essai. Oui, bien vu Arnaud. Il chauffait cet essai, il est arrivé par Tom Spring. Mais quelle passe au pied lumineuse de Camille Lopez, tendue et à destination, vraiment une précision chirurgicale. L'exploit est retentissant pour Bayonne qui se qualifie donc en demi-finale du top 14 pour la première fois de son histoire sous cette appellation. Alors la dernière fois pour l'histoire que l'Aviron Bayonnais avait atteint ce stade de la compétition, c'était en 1983 face à Béziers. Et une pensée d'ailleurs pour la meilleure supportrice de l'Aviron Bayonnais qui est dans la rédaction de Sud Radio, qui était même pas née à ce moment-là, elle se reconnaîtra. Ah oui, elle cherche déjà ses places pour Lyon. La saison est d'ores et déjà réussie pour le club basque et tout le reste n'est que du bonus. Mais attention tout de même, car face à Toulouse, les coéquipiers de Camille Lopez n'ont pas dit leur dernier mot. On s'était donné le droit de jouer un barrage à domicile. Il faut prendre, il faut croquer. On est en demi, il faut croquer à fond. Oui, c'est sûr, forcément, on ne va pas y arriver favori. Je ne vais pas vous mentir. On va jouer le grand stade toulousain, ce qui se fait de mieux depuis des années et des années. Mais quoi de mieux en fait? Quoi de mieux? C'est magnifique en fait. On va aller jouer dans un grand stade face à l'une des plus grandes équipes. Avec notre savoir-faire, on va y aller. Avec ce qu'on a fait cette saison. Et vous savez, après, c'est un match de rugby. Après, s'ils sont plus forts, ils sont plus forts, bravo. Et puis on fera les comptes à la fin. Voilà, Toulouse-Bayonne, c'est vendredi prochain à 21h au Groupama Stadium de Lyon. Exactement. Place à l'autre match de barrage, c'est ce soir. Rugby Club Toulonnais, Castres Olympique pour un deuxième barrage qui risque de taper très fort, Jean-Marie. Toulon a terminé 3e de la phase régulière, Castres 6e. Et d'ailleurs, c'est un statut d'outsider plus qu'apprécié par le CO qui a gagné son dernier Brennus en 2018 en étant, 6e. Sauf que Toulon, éliminé à la maison à ce même stade de la compétition l'an passé, compte bien se servir de son expérience pour faire déjouer son adversaire, comme l'explique l'entraîneur du RCT, Pierre Mignoni. Ce barrage, il est dans les têtes depuis le début de la saison. On apprend de ses matchs, on apprend de ses défaites. Il ne faut pas refaire les mêmes erreurs, il faut jouer ce match. Je ne pense pas qu'on ait joué le match la saison dernière. Il faut jouer ce match face à un adversaire qui est coriace, qui a l'habitude collectivement de jouer ces matchs-là. C'est un club qu'on respecte beaucoup, c'est un club qui a un gros vécu ensemble, un gros passé. Donc c'est un adversaire difficile. Oui. J'imagine que c'est difficile. Ouais, très difficile. On espère le meilleur pour les Toulonnais ou pour les Castrés si vous êtes supporter castré. Rendez-vous à 21h au Stade Mayol. Exactement. Le rendez-vous est pris, mon cher Jules Boscherini, à suivre évidemment sur Sud Radio. Et puis, il y a un dernier match qu'on doit surtout, mais alors surtout pas rater aujourd'hui. Ah, ça non, Jean-Marie. C'est d'ailleurs interdit de ne pas tourner ses yeux vers le Stade des Alpes à 18h pour le fameux Access Match de Top 14 entre Grenoble et Perpignan, finaliste malheureux de Pro D2 pour la 3e année consécutive. Grenoble espère retrouver l'élite 6 ans après l'avoir quitté. L'USAP espère lui se maintenir et l'entraîneur catalan Franck Azema annonce la couleur car cette rencontre est tout sauf un match normal. C'est une préparation différente, il y a une pression qui est différente, on le sent depuis le début, même si on sait que depuis pas mal de temps on se dirige vers ce rendez-vous-là. En particulier avant un match comme ça, c'est toujours 50-50, donc on se méfie de tout et on est en train de se préparer pour faire notre meilleure performance. Oui, ce sera difficile aussi, mais on va le suivre, ce résultat. Allez, on passe maintenant au top départ des mythiques 24 heures du Mans. Jules, comme chaque année, c'est une question qui revient, l'impact environnemental des 24 heures. Et oui, est-il possible de rendre les 24 heures du Mans une course 100% propre? Théo Ampillac nous a rejoint pour nous donner tous les éléments de réponse. Et oui, c'est vrai que c'est un vrai défi parce que les 24 heures du Mans, rendez-vous compte en quelques chiffres, c'est plus de 35 000 tonnes de CO2 en un week-end. C'est autant que
les émissions annuelles d'une ville de 5000 habitants. Les organisateurs ont pour objectif de réduire ces émissions de 30% à peu près d'ici 2030. Mais dans les faits, les avancées sont déjà là. Les voitures roulent avec du carburant 100% renouvelable, des pneus en matériaux recyclés, etc., etc. Mais le principal problème n'est pas sur la piste, mais plutôt en dehors. Les 350 000 spectateurs des 24 heures du Mans représentent à eux seuls les 2/3 de l'empreinte carbone de l'événement. Pour y remédier, plusieurs options. Côté alimentation, les organisateurs favorisent le circuit court. 90% des produits viennent du département. Et côté transport, mise en place d'un ticket vert qui offre un tarif réduit à ceux qui viennent en train, en covoiturage ou en voiture électrique. Ce sont des bonnes initiatives, mais il reste encore beaucoup de chemin pour arriver à la neutralité carbone. Ouais, certes. Bon, enfin, on va pas leur demander d'aller aux 24 heures du Mans en vélo quand même, Théo. Non, mais en covoiturage ou en train, ça peut se faire. Et vous croyez que votre vélo il pollue pas? Bah non. Non, bah voyons. 100% écolo. Bah voyons, 100% écolo, c'est comme ça qu'on l'aime quand même. Allez, Jules Boscherini, on continue. Restez avec nous, tiens Théo. Ouais, on va terminer avec un mot de cyclisme, Théo, puisque Pogacar nous a fait du Pogacar hier sur le critérium du Dauphiné entre Valsrhône et Combloux. Et oui, le champion du monde a fait exploser ses adversaires grâce à une attaque imparable dans la côte de Domancy. Il est parti à 7 km de l'arrivée. Il a collé 1 minute 01 à Jonas Vingegaard et 1 minute 50 à Remco Evenepoel, avec au bout bien évidemment victoire d'étape et maillot jaune. Au général, beaucoup de changements. Vingegaard est désormais deuxième à 43 secondes. L'Allemand Florian Lipowitz est troisième à 54 secondes. Et le Belge Remco Evenepoel lui recule à la 4e place et pointe à 1 minute 22 du Slovène. Ouais, et le public de ces courses cyclistes, il vient pas en voiture sans doute pour y assister. Et les motos qui suivent la course, elles roulent à quoi, Théo Pillac? Dans les petits villages, ils se rassemblent tous. Mais non, mais vous les voyez tous, ils sont en train de courir derrière les cyclistes. Ça doit être ça, exactement. Ça doit être ça quand même. Bon, merci mon cher Théo Ampillac. Merci quand même. Et à demain, avec plaisir toujours. Merci à vous, Jules Bosquet.